Dans l'air du temps, on prend la direction des États-Unis pour parler de la montée de l'antisémitisme. Les derniers chiffres parus il y a quelques jours sont alarmants. Ils révèlent une situation inquiétante. La question que nous nous posons ce matin: est-ce un mal transitoire ou s'inscrit-il sur le long terme? Les Juifs américains sont-ils en sécurité aujourd'hui? Nous en parlons ce matin en compagnie de Sébastien Lévy. Il est correspondant des Cahiers Bernard Lazare aux États-Unis. Bonjour Sébastien Lévy. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Vous vivez depuis quelques années à New York. Vous êtes un fin observateur de la situation et notamment la situation des Juifs américains. Alors, ces chiffres que vous allez nous donner dans un instant sont d'autant plus choquants que on a toujours pensé que les Juifs américains étaient protégés, en tout cas qu'ils se sentaient intégrés et bien aux États-Unis en général. Alors, que se passe-t-il ? Alors, tout d'abord, il faut quand même dire ils le sont. Mais je voudrais citer, en fait, pour illustrer la situation que nous vivons en ce moment, un article du Washington Post qui est paru il y a 2 mois environ, par Michel Bernstein, qui disait, finalement, les Juifs américains sont en train de se réveiller de 50 ans de sommeil apaisé, et donc de tranquillité. Et ces 50 ans, on les voit dans l'évolution. En fait, il y a une étude qui est faite par l'Anti-Defamation League, qui est l'équivalent de la LICRA, et qui vient d'être publiée sur les chiffres de 2022. Et ces chiffres, en fait, sont assez alarmants, au-delà même des actes antisémites dont je vais parler plus tard, sur les préjugés antisémites qui demeurent dans la société américaine et qui sont en augmentation depuis quelques années dans la société américaine. Je vais en citer 3. Tout d'abord, vous avez 60 à 70% des Américains, de la population américaine en général, qui estiment que les Juifs ont une solidarité très forte entre eux. Mais d'une certaine façon, c'est pas le chiffre le plus alarmant. Dans une société communautaire comme la société américaine, c'est pas le chiffre le plus important. La fameuse solidarité juive, on pourrait l'entendre. En revanche, vous avez 40% des Américains qui estiment que l'allégeance des Juifs américains va d'abord à Israël et non vers les États-Unis. Et ce chiffre était en baisse constante depuis 1964, qui est la première année où l'ADL en fait a fait cette étude, et est remonté en flèche depuis 2015-2016. Ouais. Avec l'arrivée d'un certain Donald Trump. Voilà. Je vais essayer de ne pas tout réduire à Donald Trump, mais vous avez effectivement un facteur Trump qui est très important. C'est marquant. C'est extrêmement marquant. Et puis vous avez enfin, j'ai pas envie de dire peut-être plus grave parce que les deux chiffres en fait sont assez corrélés, vous avez 30% des Américains qui estiment que globalement le fameux cliché antisémite, les Juifs contrôlent le monde, les médias, la finance, etc. Là aussi, forte hausse depuis 2015-2016, alors que le chiffre était en baisse constante depuis 1964 jusqu'à atteindre 10 à 15%. Donc là, ce sont les préjugés antisémites. Et quand vous regardez les actes antisémites eux-mêmes, vous avez eu en fait une certaine stabilité des actes antisémites, environ 1000 actes antisémites depuis les années 80 jusqu'en 2015. Et à partir de 2016, là aussi, étonnante coïncidence, on peut en parler. À partir de 2016, le chiffre monte plutôt à 2000, jusqu'à atteindre 2700 en 2021. On n'a pas encore les chiffres sur 2022, mais on estime a priori, quand on voit un petit peu tous les chiffres à New York, à Los Angeles, on estime qu'on devrait être encore dans ces chiffres-là. Juste pour donner un ordre d'idée, par rapport à la France. Il y a environ donc 2500 actes antisémites aux États-Unis pour 6 millions de Juifs. En France, on est plutôt à 500 actes antisémites pour 600 000 Juifs. Donc, on a environ 2 fois plus d'actes antisémites par habitant en France. Mais on avait un gap qui était beaucoup plus fort avant. Donc, d'une certaine façon, là, pour le coup, la France est un petit peu un modèle peut-être de ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, donc c'est un peu ce réveil qui est en train de se produire aux États-Unis et une inquiétude qui monte. Quand vous utilisez le terme réveil, est-ce que ça veut dire qu'il y avait un antisémitisme et que les Juifs n'étaient peut-être pas conscients, ou en tout cas ce n'était pas révélé, et que finalement aujourd'hui il y a une certaine liberté à dire son antisémitisme, ou est-ce que ça signifie qu'il n'y en avait pas du tout et puis que quelque chose s'est passé précisément en 2016? Bon, l'antisémitisme a toujours existé aux États-Unis. On peut évoquer même dans les années 40. Années 40, il y avait un mouvement America First, Charles Lindbergh, en fait, qui estimait que la guerre vers laquelle la Seconde Guerre mondiale était uniquement n'était absolument pas l'affaire des États-Unis. Et vous aviez un mouvement très très fort à l'époque, très antisémite. Vous avez aussi le Ku Klux Klan, le Ku Klux Klan qui a toujours été contre les Noirs et contre les Juifs. Vous avez Henry Ford, antisémite patenté. Donc vous avez un antisémitisme très fort. Mais encore une fois, je vais revenir aux chiffres. D'abord,
les chiffres des préjugés, qui étaient en baisse constante, mais qui existaient. Donc vous aviez un antisémitisme résiduel, peut-être, sur le complot juif, de 10 à 15%. Vous aviez ces 900 à 1000 actes antisémites que vous aviez. Vous avez eu une explosion de l'antisémitisme depuis 2015-2016. Comme souvent dans l'histoire des sociétés et de l'antisémitisme, c'est aussi un révélateur. Les Juifs, on dit souvent en anglais, vous avez une expression qui est the canary in the coal mine. Donc c'est le canari dans une mine. Alors c'est-à-dire que en fait, les Juifs sont évidemment des capteurs sur ce qui se passe dans une société. La société américaine, elle est en proie à des crises identitaires, crise de confiance. Vous avez environ 65% des Américains aujourd'hui qui sont pessimistes sur le futur, qui pensent que leurs enfants vivront moins qu'eux. Vous avez une montée de la pensée conspirationniste. C'est extrêmement important pour comprendre ça. Je vais juste vous donner un seul chiffre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la théorie QAnon. Oui. QAnon, donc visiblement, le monde est en proie à une secte sataniste et pédophile. Vous avez quand même 15 à 20%. Ce qui est énorme, c'est vrai. Mais cette tendance à l'extrémisme, j'allais dire, c'est un peu vrai sur toute la planète. Enfin, ce n'est pas propre aux Américains. Complètement. Hein? Non, complètement. D'accord. Alors, dirigeons-nous maintenant vers les auteurs de ces actes antisémites et sur l'antisémitisme. Les auteurs aussi des propos antisémites, parce que de la parole à l'acte, parfois, il n'y a qu'un pas. D'où ça vient, cet antisémitisme américain ? Alors, c'est le grand privilège en fait de l'antisémitisme, c'est qu'il est évidemment protéiforme, donc on parle un peu à tout le monde, donc ça c'est très bien. Non, plus sérieusement, je vais d'abord commencer par les attaques sur les synagogues qui ont causé des morts. Par exemple, à Pittsburgh en 2018 ou Poway en 2019 en Californie, c'est ce qu'on appelle le suprémacisme blanc, c'est l'extrême droite. L'antisémitisme qui tue aujourd'hui aux États-Unis, c'est un antisémitisme d'extrême droite qui a été rendu possible, libération de la parole antisémite et raciste, par Donald Trump. Je ne sais pas si Trump est antisémite lui-même, ce n'est pas le propos. Vous avez effectivement une explosion de cette parole antisémite là. Vous avez un autre antisémitisme qui existe sur les campus. Vous avez un antisionisme radical. Oui, on parle d'antisionisme là. Mais qui peut parfois, évidemment, quand on s'en prend à quelqu'un parce qu'il porte une kippa et en disant suppôt d'Israël, ça n'est pas évidemment, c'est de l'antisémitisme. Sûr, mais c'est le nouvel antisémitisme peut-être aussi. Mais c'est un nouvel antisémitisme qui là aussi a été, je pense, libéré, la libération de la parole antisémite. Vous aviez des propos qui n'existaient pas sur les campus et qui existent de plus en plus. Donc là aussi, c'est un vrai danger. Alors, en termes d'actes antisémites sur les campus même, vous en avez assez peu. En termes d'agression, pardon. En revanche, vous avez des insultes, vous avez des intimidations, vous avez ça. Et puis vous avez un troisième antisémitisme qui, alors, est un antisémitisme dont l'illustration est Kanye West. Donc Kanye West, c'est un rappeur. C'est un homme d'affaires également, ancien mari, alors j'ai jamais trop suivi ça, mais c'est un ancien mari des Kardashian, de Kim Kardashian, et qui, alors lui pour le coup a une autre théorie, mais qui à la fois emploie la théorie du complot et aussi à des mythes qu'il peut y avoir dans une toute petite partie de la communauté noire, qui est que en fait les vrais juifs aujourd'hui, ce ne sont pas les juifs qu'on connaît, mais ce sont les descendants en fait des tribus. Donc les vrais juifs seraient les Africains en fait, et que donc les juifs seraient des usurpateurs, non pas dans ce qu'ils vivent toujours, mais même ce ne sont vraiment pas des vrais juifs. Et vous avez un discours qui pénètre malgré tout une partie de la société afro-américaine, en particulier la population déshéritée. On connaît ça aussi évidemment en France, et qui fait du mal. Et qui fait du mal. Ouais. Alors, notamment à New York. Ouais. Notamment à New York, très important de voir qu'à New York, vous avez c'est le cas aux États-Unis aussi, où environ 50% des actes antisémites concernent les juifs, alors que c'est 2% de la population. À New York, c'est 50% des actes antisémites pour 7% de la population, en particulier envers les juifs visibles, qui sont les ultra-orthodoxes. À Brooklyn, vous avez des quartiers où vous avez une vraie mixité ethnique, et c'est là où vous avez, j'ai pas envie de dire des frictions, parce que les actes sont d'un sens vers l'autre. On parle d'une toute petite minorité de la population afro-américaine, mais ça existe. Ce sont des phénomènes qui existent. Et pour le coup, un Kanye West est aussi dangereux pour le vivre ensemble, voilà, si on peut utiliser cette expression, qu'un Dieudonné en France. C'est la même chose. Oui, c'est le Dieudonné. C'est le Dieudonné américain. Si l'on revient sur les propos antisémites, quels sont les ressorts ? Là, vous avez parlé de Kanye West qui désigne les Juifs comme des usurpateurs. Oui. Mais quels sont les ressorts antisémites qui sont utilisés aux États-Unis ? Est-ce qu'on va retrouver, tout comme en France, la domination, les Juifs dominent le monde, les Juifs
Juifs sont solidaires entre eux, etc. Est-ce qu'on retrouve ces... Alors, on les retrouve et on le voit d'ailleurs dans les chiffres. Ouais. On le voit dans les chiffres qui ont été montrés par l'Anti-Defamation League. Quand effectivement vous entendez que 40% des Américains pensent que l'allégeance des Juifs est envers Israël et donc pas envers les États-Unis, c'est évidemment une rupture très forte. Lorsque vous avez également 30% qui pensent qu'il y a une espèce de contrôle juif sur la finance, c'est particulièrement toxique dans une société qui est elle-même en proie au doute sur son futur. Le fait qu'aujourd'hui l'avenir des Américains soit vraiment en pointillé, beaucoup de gens se posent des questions. Évidemment, dans ces cas-là, le bouc émissaire idéal, c'est le juif. Ça n'est pas que le juif, mais c'est aussi le juif. Et donc, si on cumule la libération de la parole et la montée du complotisme et la recherche de boucs émissaires, on a évidemment un cocktail qui est extrêmement détonnant et extrêmement dangereux pour le bien-être des Juifs américains. Vous avez parlé d'Israël, donc justement dans cet antisémitisme, ça prend une large place, le fait que l'on reproche aux Juifs d'être des soutiens à Israël. Et c'est très étonnant que ça se passe aux États-Unis parce que les Juifs américains sont très critiques en général à l'égard d'Israël. C'est pas la même chose qu'en France. Alors là, je vais me permettre d'être un petit peu de vous apporter une petite contradiction. Oui. Toutes les études montrent 85% des Juifs américains, et ce quel que soit leur attachement, que ce soit des Juifs libéraux, des Juifs orthodoxes, estiment qu'Israël est une part importante de leur identité. Vous avez dans toutes les synagogues américaines, même la plus libérale, et vivant à Brooklyn, je connais des synagogues vraiment très libérales. Vous avez systématiquement un drapeau américain, un drapeau israélien. L'attachement à Israël, il est très fort. Oui, mais ils l'ont fait de tout temps, ils le faisaient. Et c'est absolument normalement accepté aux États-Unis. Chacun peut mettre son drapeau. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le lien à Israël, il est très fort. Oui. Il est même consubstantiel à l'identité juive américaine. Mais c'est pas ce que je dis. C'est pas qu'ils n'ont pas de lien, c'est qu'ils sont très critiques. Je veux dire, ils ne vont pas supporter forcément, accepter forcément la politique israélienne. Alors, ils sont libres. Mais c'est deux choses très différentes, qui est le soutien à Israël et le soutien à son gouvernement. Ouais. Effectivement, on n'a pas ça en France, on n'est pas habitué à ça en France, où il y a une espèce de soutien inconditionnel à Israël. À titre personnel. Et on ne met pas de drapeau, par contre. Et on ne met pas de drapeau. En revanche, il y a une prière pour l'État d'Israël dans les synagogues françaises. À titre personnel, je pense que le soutien à Israël aux États-Unis, qui est peut-être plus nuancé parce qu'il n'est pas inconditionnel, à mon avis, a plus de poids parce que on entend aussi les critiques envers le gouvernement israélien. Et donc, on peut plus parfois entendre la vraie défense quand elle est celle de l'existence d'Israël. Mais c'est un autre débat. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'Israël fait partie de l'identité des Juifs américains. Ah oui. C'est peut-être un raccourci aussi qu'utilisent les antisémites. C'est facile de dire ils prêtent allégeance à Israël sans écouter vraiment les propos des Juifs américains. Exactement. Et c'est là où on arrive alors à des paradoxes absolument fous. C'est-à-dire que Trump, on peut dire ce que veut, mais c'est vrai qu'il a fait beaucoup de choses pour Israël, on va dire, le transfert de l'ambassade à Jérusalem. Mais Trump, en fait, dans sa mentalité, a estimé, il n'a jamais compris que les Juifs américains, pour lui, en fait, les Juifs américains sont avant tout des Israéliens qui vivent aux États-Unis. Il n'a pas compris que ces Juifs américains lui soient déloyaux alors qu'il leur a donné une ambassade à Jérusalem. Ce que je veux dire, c'est que ce discours, il a évidemment pénétré dans la société américaine où beaucoup de gens disent si Trump le dit, c'est que oui, les Juifs américains sont avant tout des suppôts d'Israël. Donc vous pouvez imaginer à quel point c'est toxique et à quel point c'est dangereux sur les campus où vous avez déjà une propension à avoir un certain antisionisme d'extrême gauche, ça n'aide pas. Donc vous avez là une conflagration qui est très très compliquée pour, on va dire, les jeunes juifs libéraux américains sionistes sont dans une situation très compliquée sur les campus pour cette raison. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'acceptation de l'américain ou du juif américain en tant qu'américain. Vous avez une désaméricanisation du juif américain aujourd'hui et ça, Trump en est le responsable. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une tendance qui est extrêmement dangereuse, et en particulier dans un pays où vous avez de plus en plus des oppositions. C'est un pays qui est ultra polarisé, les États-Unis aujourd'hui, et vous avez énormément de gens qui disent celui-là, c'est un real American ou c'est pas un real American. Vous avez aujourd'hui une remise en cause de l'américanité, non seulement des Juifs, mais aussi, mais ça va souvent ensemble, des urbains, des intellectuels, des journalistes. Donc vous avez vraiment aujourd'hui un discours qui est extrêmement toxique. Si on parle aujourd'hui de menaces de guerre civile aux États-Unis, c'est aussi parce que vous avez énormément de gens qui estiment celui-là n'est pas un vrai Américain. Évidemment, là-dedans, le Juif, évidemment, est une figure extrêmement claire du américain, pas vraiment américain. Est-ce que vous diriez que l'antisémitisme aux États-Unis est comparable au racisme que vivent les Noirs américains ou les Asiatiques ? Alors, vous avez quelques points communs. Je ne suis vraiment pas un expert de la question, mais il y a quelques points communs avec la communauté asiatique.
où vous avez, comme pour les Juifs, entre guillemets, enfin, j'ai pas envie de faire des raccourcis, mais vous avez globalement une surreprésentation des Juifs et des Asiatiques dans les institutions, dans les universités américaines. Et ça leur est reproché. Et ça a créé en fait un retour de bâton, ça a créé une jalousie. Vous ajoutez à ça le Covid, où là vous avez eu à la fois des théories du complot anti-asiatiques, et plus la libération de la parole. On arrive finalement aux mêmes choses ici. Donc vous avez une explosion également des actes anti-asiatiques, très très forte, et vous avez aujourd'hui une vraie prise de conscience aux États-Unis que ce racisme est également extrêmement dangereux. Sur la communauté noire, je dirais que le focus est plus aujourd'hui sur les violences policières. Vous avez une surreprésentation des Noirs dans la population carcérale, et ça n'est pas parce que juste les Noirs américains commettent plus de délits. Vous avez effectivement beaucoup de politiques au faciès aux États-Unis, et vous avez un énorme débat en ce moment sur justement les violences policières. Il y a encore eu, il y a peu de temps, une vidéo assez insoutenable qui a été diffusée. D'autant plus paradoxal que les policiers eux-mêmes étaient noirs. Voilà. Mais on peut peut-être pas dire que c'est du racisme. Dans ce cas-là, exactement. Même si beaucoup estiment que finalement, ils ont tellement intégré qu'on ne traitait pas un noir comme un blanc dans une arrestation que ça a pu créer. Mais en tous les cas, ça a pu créer ça. Mais en tout cas, vous avez vraiment aujourd'hui un vrai focus en fait sur cette question des violences policières. Oui, mais l'antisémitisme reste particulier. C'est quand même un cas à part du rejet de l'autre aux États-Unis. Et de toute façon, on le voit dans les chiffres. 50% des actes antisémites, même un peu plus, pour 2% de la population. Est-ce que vous avez des informations sur les Américains musulmans ? En général, ils sont noirs. Ce sont des Noirs américains. Noirs ou Asie du Sud-Est. Donc, ça n'est pas exactement la même problématique que l'on peut avoir en Est-ce qu'il y a des chiffres à propos de ces Américains musulmans ? Est-ce qu'eux-mêmes souffrent du racisme anti-musulman ? Est-ce qu'eux-mêmes sont les auteurs d'antisémitisme ? Ils sont assez nombreux pour qu'il y ait quand même des... Dans les actes antisémites les plus marquants des dernières années, j'ai parlé de Pittsburgh, j'ai parlé de Poway, je peux parler aussi de la prise d'otages au Texas. Ça n'est pas un facteur qui ressort. Vous avez à Brooklyn, je l'ai dit, une certaine surreprésentation de la population afro-américaine dans les violences contre les Haredim. En revanche, ça n'est pas vraiment un sujet aujourd'hui. L'antisémitisme musulman n'est pas vraiment un sujet. L'identification à Israël est un petit peu moins forte. Au conflit proche-oriental est moins forte qu'on peut l'avoir en France, parce que la majorité des musulmans ne sont pas arabes. Donc vous avez moins en fait cette tension. Et vous avez eu des actes de solidarité extrêmement fortes après notamment Pittsburgh, où vous avez eu j'ai vu un documentaire récemment là-dessus, c'était très émouvant. Tous les enterrements des 11 victimes juives de Pittsburgh ont été payés par la communauté musulmane de Pittsburgh. Voilà, c'est un symbole. Encore une fois, il ne faut pas extrapoler, mais voilà, c'est quand même un geste extrêmement marquant. Ça n'est pas aujourd'hui un vrai sujet d'inquiétude pour les Juifs américains. Alors, l'inquiétude justement pour ce Juif américain, c'est quoi alors ? Et comment est-ce qu'il pense lutter, ou comment est-ce qu'il lutte déjà aujourd'hui ? Alors, la première chose à dire, c'est que vous avez une prise de conscience au plus haut niveau de l'État. Le second gentleman, en fait, qui est le mari de Kamala Harris, est juif, très attaché à son identité juive, à sa judéité, vraiment très très attaché. Il était à Auschwitz pour l'anniversaire de l'anniversaire du camp. Il anime aujourd'hui, en fait, un groupe de travail. C'est vraiment la personne en charge de l'antisémitisme, donc c'est au plus haut niveau. C'est un rôle très très important. Malheureusement, s'il y avait une recette miracle, on le saurait, mais le fait au moins qu'il y ait une prise de conscience très forte des autorités est déjà un élément rassurant pour les Juifs américains. Après, vous avez des mesures qui sont prises de sécurité, mais qui sont aussi des mesures tristes. Je peux en parler, j'ai vécu jusqu'à il y a 12 ans, en fait, je vivais en France, et quand je suis arrivé aux États-Unis la première fois il y a 12 ans, je voyais peu ou pas de portiques à l'entrée des synagogues, je ne voyais pas de voitures de police, alors que malheureusement, c'était mon quotidien quand je vivais à Paris. Et aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Nous ne sommes pas dans la situation française, mais malgré tout, ça existe. Vous avez donc aujourd'hui une prise de conscience au niveau de la sécurité, qu'il faut aujourd'hui assurer plus la sécurité des lieux juifs. C'est à la fois rassurant et assez déprimant, en fait. Voilà. C'est-à-dire que peu à peu, les Juifs américains apprennent ce qu'est l'antisémitisme que les Juifs français, eux, connaissent déjà depuis plus longtemps qu'eux. Exactement. Alors, encore une fois, on n'est pas dans les mêmes proportions. J'ai, à titre personnel, la chance de vivre à New York, qui est une ville où le poids, non pas uniquement démographique, mais culturel des Juifs est extrêmement important. On veut dire, la vie juive fait partie de la ville de New York. Oui, ça, c'est un aspect important aussi. L'espace, c'est-à-dire le lieu, la géolocalisation. Exactement. Exactement. Donc, vous ne vivez pas avec
non pas que les Juifs en France vivent avec une pression constante, mais je pense qu'on n'en est pas là. Mais en tous les cas, on prend un chemin et il y a des questions qui se posent aujourd'hui. Vous avez dans la presse américaine des articles sur des Juifs qui se posent la question de leur avenir ou de l'avenir de leurs enfants. C'était des articles qui étaient inimaginables il y a encore ne serait-ce que 5 ans aux États-Unis. Donc ça, c'est quand même une révolution. J'ai d'ailleurs eu la chance dans ce cadre d'être interrogé en fait moi-même, puisque je viens de devenir juif américain, et j'ai été interrogé par une journaliste du Washington Post à ce sujet dans un article là-dedans. Donc ça existe, ce sujet existe, il est sur la table, et ça c'est nouveau. Alors, dernière question, votre vision pour l'avenir, j'ose pas dire, est-ce que vous restez malgré tout optimiste? Je le dis quand même. Alors, en fait, ça dépend des jours. Oui. Ça dépend des jours. Et pour moi, mon optimisme en tant que juif, maintenant américain, est indexé sur mon optimisme sur l'avenir de la démocratie américaine. Il y a un antisémitisme résiduel qui restera, qui existera toujours. En revanche, incompressible. En revanche, je pense que le pic d'antisémitisme qu'on a actuellement est pour moi extrêmement lié à l'affaiblissement démocratique des États-Unis. Donc pour moi, je veux indexer finalement mon optimisme sur l'optimisme que j'ai envers la démocratie aux États-Unis. Je vais vous donner juste un symbole. Alors que vous avez maintenant des portiques, vous avez des portiques à l'entrée des synagogues, de plus en plus. Vous avez également maintenant des portiques qui viennent d'être enlevés par les républicains à l'entrée du Congrès américain depuis le 6 janvier. Pour moi, il y a un vrai parallèle entre les deux choses. Donc, j'ai quand même choisi de devenir américain. Je suis américain depuis le 17 novembre, donc ça a été un grand moment pour moi. J'étais extrêmement ému. Merci. J'étais extrêmement ému quand j'ai prêté serment devant le drapeau américain parce que ça voulait dire plein de choses. Et donc, c'est au jour le jour. Donc, à titre personnel, je pense que le combat principal, il est de défendre la démocratie américaine, renforcer les institutions, restaurer un vrai civisme aux États-Unis avec un affaiblissement des théories du complot qui sont vraiment un cancer absolument terrible aux États-Unis et dans d'autres sociétés évidemment occidentales. Wait and see. Wait and see. Merci Sébastien Lévy. Je rappelle que vous êtes le correspondant des cahiers Bernard Lazare aux États-Unis, que l'on peut retrouver évidemment tous vos articles, tous vos éditos sur les cahiers Bernard Lazare. À très bientôt sur l'antenne de Radio J.